Gabriel. Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Donc, bienvenue en ce 25 octobre à notre web radio, très pertinente dans les temps qui courent, le défi de l'administration d'une copropriété. Donc, ce soir, pour couvrir ce sujet qui est ultra important, qui nous a été signalé à plusieurs reprises par des syndicats de copropriété qui ont de la misère à trouver des administrateurs. J'ai avec moi, pour en jaser ce soir, trois acteurs importants dans la copropriété. Donc, je vous présente une collègue, une amie, Élise Beauchesne de Solutions Condo. Bonsoir, Élise. Ton micro. Ça commence. Bonsoir, Valérie. Ça va bien, Élise? Oui, ça va bien. Good, good. Donc, ce soir, tu nous apporteras tes bons coups et tes défis dans l'administration de vos copropriétés chez Solutions Condo. Donc, Élise est aussi la présidente de notre association, la QGC, l'Association québécoise des gestionnaires de copropriétés, dont je fais partie. Et c'est une association pour justement encadrer mieux nos gestionnaires, se regrouper ensemble pour faire des nouvelles idées et se donner des meilleurs trucs et bien fonctionner dans l'industrie. Donc, merci Élise d'être avec nous. Et nous avons deux avocats très importants et très reconnus par leur implication dans l'industrie pour y être dédiés à temps plein. Donc, de LJT Avocat, que tout le monde connaît. Maître Yves Papineau. Bonsoir, Maître Papineau. Wow. Merci vous allez bien, nous. Mme Couture? Très, très bien, très, très bien. Contente de vous avoir avec nous ce soir. Mais merci. Donc, Maître Papineau sera accompagné d'un de ses collègues que tout le monde connaît aussi, Maître Yves Jolicoeur, qui viennent de changer de bureau. Félicitations, Maître Jolicoeur, pour votre changement de bureau. Merci, Valérie. Là. Alors, Maître Jolicoeur, président du RGCQ, donc regroupement très reconnu de tous, et aussi président de Condo Légal, sur laquelle nous animons la web radio ce soir. Donc, avec Maître Jolicoeur, avec Maître Papineau et avec Élise Beauchesne, on va couvrir vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous les partagez dans le chat. Je verrai, parce que là, je sais qu'on va avoir de la misère on va jaser beaucoup, on va avoir de la misère à tout couvrir, mais on va y faire du mieux possible parce qu'on a beaucoup de questions déjà de remplir. Donc, ce soir, la web radio est une commandite du bureau de Maître Jolicoeur d'Hunton-Rainville. Merci à vous de commanditer cette web radio. Je tiens à préciser que les commanditaires des web radios sont uniquement pour aider la mise à jour qui est constante sur Condo Légal, où vous pouvez aller chercher une panoplie d'informations importantes comme copropriétaire et administrateur pour votre vie en collectivité, la copropriété. Donc, merci encore à Hunton-Rainville d'être avec nous en format commandite. Donc, on va débuter le vif du sujet avec nos invités. En fait, on débuterait avec quelles sont les meilleures conditions pour être quelles sont les conditions pour être administrateur? Quelles sont les responsabilités? Donc, je laisse la parole à Maître Jolicoeur sur le premier point. Donc, les conditions pour être un administrateur de copropriété au Québec actuellement. Bon, mais écoutez, il y a deux éléments à prendre en considération. Dans un premier temps, les dispositions du Code civil qui limitent l'accès à la charge d'administrateur à des personnes qui sont des personnes physiques, non pas des personnes morales. Je pense que c'est important de retenir ce fait-là, même si parfois on voit étonnamment dans les déclarations de copropriété qu'une personne morale sur une société puisse agir comme administrateur d'une autre personne morale. Ça, c'est pas légal. Et des fois, il faut le rappeler à certains notaires qui échappent à ce concept-là. Donc, c'est une personne physique, c'est une personne qui est majeure, c'est une personne qui n'est pas une personne faillie. Donc, il y a des critères qui sont établis par le Code civil en cette matière. La déclaration de copropriété peut renchérir sur le sujet. Parfois, les déclarations de copropriété vont prévoir que pour être administrateur d'une copropriété, encore faut-il en être un propriétaire. Ouais. Ces clauses, on les voyait beaucoup plus dans les années 1990-2000. On les voit aujourd'hui pour une raison très simple, c'est qu'on se prive d'un bassin de candidats qui peuvent avoir un grand appart, ça peut être le conjoint d'un copropriétaire de l'immeuble, ou parfois, faute de trouver
des administrateurs, on va peut-être demander à une gestionnaire externe, comme peut-être Mme Beauchesne, d'aller sur un conseil d'administration ou encore un avocat. Ça m'était demandé récemment, est-ce que accepteriez-vous, Magelcard, d'aller sur un conseil d'administration d'une autorité commerciale? Ben, la question se pose et évidemment, là, on va chercher des joueurs externes. Maintenant, il faut comprendre aussi que les déclarations de copropriété prévoient parfois des clauses particulières, notamment dans les petites copropriétés, où on a des clauses parfois qui prévoient spécifiquement qu'il va y avoir 3 administrateurs, mais qu'il va y avoir un administrateur qui vient de chacune des fractions de copropriété pour avoir une représentation. Si on voit ces clauses-là, pas toujours, mais effectivement, ça se présente. Et on a également dans les copropriétés par phase, ce qu'on appelle dans la copropriété initiale, le grand syndicat, des clauses particulières qui viennent nous dire que l'administrateur est le président parfois du conseil d'administration de chacune des phases. Donc, il n'y aura pas en tant que tel d'élection lors de l'Assemblée annuelle des copropriétaires de la copropriété initiale, mais ça va être un mode de désignation. Puis enfin, puis peut-être M. Pepino m'aidera si j'en oublie, c'est dans les copropriétés mixtes, commerciales et résidentielles, où on veut parfois avoir une représentation du propriétaire de l'unité commerciale qui ne détient pas la majorité des voix à l'Assemblée. On va prévoir dans la déclaration de copropriété que il doit y avoir un représentant de l'unité commerciale. Donc, ça s'adapte en fonction de des différentes typologies de syndicats de copropriétaires. Ça s'adapte aussi en fonction des prescriptions de la loi et de certaines particularités des déclarations de copropriété. Merci, Magelcard, mais sauf que vous avez dit quelque chose d'entrée de jeu que je crois qu'on devrait éclaircir. Vous avez dit qu'une personne morale ne peut pas être, mais justement, aujourd'hui, je regardais dans une de nos déclarations, puis j'avais ça. Alors, ça veut dire qu'on ne tient pas compte comme administrateur de ce bout-là parce que la législation dit le contraire dans le sens où une personne morale ne peut pas être un administrateur. Ben, c'est l'état du droit, c'est l'état de la doctrine. Je pense que M. Pepino, dans votre ouvrage, vous avez certainement énoncé ça. Je sais que Christine Gagnon l'énonce aussi. Alors évidemment, lorsqu'on a une clause qui est illégale, ben, on ne la met pas en œuvre. Mais ce qu'encore on peut faire, c'est qu'on modifie le règlement d'immeuble, qui est la deuxième section de la déclaration de copropriété. Et c'est par un vote à majorité absolue, on essaie de retirer des clauses qui peuvent être objet de controverse dans la copropriété. Parfait, merci. Alors, Maître Papineau, quelles sont les responsabilités d'un administrateur pour la copropriété? La responsabilité, c'est d'administrer et de s'assurer que l'immeuble est bien entretenu, s'assurer que les finances du syndicat sont conformes aux besoins. C'est de s'assurer que tout va bien. Il n'y a pas une liste de choses particulières. L'administrateur doit gérer le syndicat dans l'intérêt de l'immeuble et des copropriétaires. De fait, ça ressemble à ça. Exactement. Et ça nous amène, parce que tantôt, Élise a justement, avant qu'on débute, parlé de ça. En fait, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et là, je lance la question à mes 3 personnes qui m'accompagnent ce soir. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place? Puis là, on peut parler de très grands syndicats, on peut parler de très petits syndicats. Qu'est-ce qu'on met en place pour encadrer la façon de procéder d'un conseil d'administration suite à l'Assemblée? Donc, avant l'Assemblée, comment qu'on fonctionne pour que les gens, les administrateurs, sachent comment ça va fonctionner? Parce que ça nous arrive souvent, je pense qu'Élise, tu pourras le dire, les gens se présentent 1 semaine après, 2 semaines après, 1 mois, pour des raisons X, Y, décident de démissionner, etc. Qu'est-ce qu'on met en place pour garder ça conforme? Puis comment on fait? Ton micro. Élise, ton micro. Les excuses, j'ai de la misère avec ça, le micro ce soir. Avant l'Assemblée, en fait, je pense qu'avant l'élection, c'est de rassurer les gens sur quel est le rôle de l'administrateur et selon la taille aussi des syndicats, comment fonctionne l'interaction avec le gestionnaire. Parce que de plus en plus, à partir d'une certaine taille, il y a un gestionnaire et les gens ne veulent pas un second métier. Là, en fait, ils ont en général un travail puis ils ont un temps limité à accorder à cette fonction-là d'administrer.
Donc, de clarifier un petit peu qu'est-ce qui est attendu d'eux, en fait, pour qu'ils réalisent que la charge de travail, ce n'est pas nécessairement de tout faire le travail de gestion du syndicat, mais bien le travail de décision, les orientations, comme tout conseil d'administration par ailleurs, là, donc les orientations stratégiques qui se font à travers le budget, par exemple, à travers les rencontres de CA, et de prendre les décisions pour guider le gestionnaire dans ce qui va être réalisé. Donc, d'expliquer ça, des fois, va rassurer les gens et va amener des fois des gens qui ont de bonnes aptitudes à être administrateurs, mais que ça effraie d'avoir cette fonction-là à cause du temps qu'ils pourraient avoir à y être consacré. Donc, ça, en partant, ça peut nous donner davantage de candidats. Ceci dit, après l'élection, en fait, en général, il va y avoir une réunion de conseil d'administration avec ce nouveau conseil. Et comme il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles lois dans les dernières années, là, je dirais depuis 2020, il y a quand même pas mal de nouvelles lois. Donc, c'est de faire un certain onboarding, si je peux prendre le mauvais terme francophone, pour leur expliquer qu'est-ce qui va être attendu d'eux, comment ça va fonctionner dans les communications avec le gestionnaire, par exemple, déléguer les rôles de chacun, qui sera le trésorier, qui sera le secrétaire, qui sera le point de contact avec le gestionnaire, le président, etc., les signataires. Donc, de venir clarifier loi 25, qui sera le responsable des renseignements personnels. Donc, tous ces rôles-là, les chapeaux qu'ils doivent porter, comment ça doit fonctionner, de venir clarifier ça, de sorte que ça se déroule bien, en fait, et que l'administration soit efficace. Parce que souvent, les gens sont fondés de bonnes intentions, mais si un conseil embarque dans le micromanagement du gestionnaire, par exemple, bien là, ça va rouler un peu carré, en fait, parce que chacun doit avoir son rôle. Le gestionnaire a un certain rôle et le conseil d'administration a un rôle de décision qui doit être pris aussi parce qu'il faut être capable d'avancer dans les opérations du syndicat et dans son administration. Donc, c'est important de le clarifier, je pense, pour que ça fonctionne bien. Et que les gens aient une belle expérience sur le conseil, de sorte que lorsqu'il y aura une autre élection et que certaines personnes voudront quitter, il y aura de la relève parce que les gens voient ça positivement que de venir s'impliquer sur leur conseil, là. Tu faisais référence, Élise, à justement la gouvernance des administrateurs qui doivent être axés sur la gouvernance. Ça m'amène à parler aussi des formations disponibles. Maître Papineau, je sais que vous êtes aussi des membres de votre équipe sont impliqués dans la formation des futurs gestionnaires, donc le certificat et tout ça. Pouvez-vous nous parler un petit peu? Parce qu'il faut le rappeler, il y a de la formation qui se donne pour les gestionnaires. Il y a aussi de la formation qui se donne via le RGCQ pour les administrateurs et les copropriétaires. Fait qu'on va commencer par la formation des gestionnaires. Maître Papineau, si vous voulez bien. Alors, il y a une première partie qui est donnée au Cégep Saint-Laurent, entre autres. C'est un cours de 760 heures, je pense, ou quelque chose du genre, où le futur gestionnaire, il y a une section de droit, il y a une section de CNSST, il y a une section d'architecture, de réglementation, etc. Alors ça, c'est une excellente formation. Je vais laisser Mme Jolicoeur parler de celle de l'Université du Québec. Alors, le RGCQ a bâti un partenariat avec l'École de sciences de la gestion de l'Université du Québec qui comporte de mémoire 6 modules, notamment un juridique, un qui est comptable, technique de bâtiment, gestionnaire, etc. Donc, c'est un programme extrêmement complet qui est, dans le fond, la seule formation universitaire qui s'est démarquée à travers les dernières années. Alors, on en est passablement fiers. Et on a produit, d'ailleurs, vous l'avez souligné, Mme Couture, des formations pour nos membres du conseil d'administration, des formations qui sont parfois de courte durée données par des cabinets d'avocats partenaires du RGCQ. Et je donne de mon côté 2 formations en ligne d'une durée de 7 heures pour les administrateurs de côté, une qui traite d'assurance. Et d'ailleurs, je pense que Gabriel, vous pourriez peut-être les mettre en ligne. Il y en a 2 qui s'en viennent, il y en a une la semaine prochaine, ce qu'on appelle Condo 101. Alors, la formation Condo 101, c'est réellement une formation qui vise, qui est destinée aux administrateurs qui sont nouvellement élus et qui veulent en savoir un peu plus sur le mode de fonctionnement. Et tout ça, évidemment, d'une durée d'une journée d'1 heure. On a sur le site Condo Légal une section formation.
qui vous permet, là, dans le fond, d'aller chercher l'information. Là, vous êtes sur le site du RGSQ, mais Gabriel, vous pourriez peut-être nous amener sur le site Condo Légal. Sur la première page, on a, pour peut-être faciliter la chose, c'est évidemment accessible sur le site du RGSQ. C'est juste sur la première page, on a une section qui s'appelle Formation. Et vous êtes en mesure d'aller connaître les dates. Donc, vous le voyez à l'écran, à votre droite. Formation Condo 101. La prochaine, c'est le 2 novembre. Et vous avez la gestion financière de la côté qui commence à léger, elle aussi, le 2 novembre. Et vous en avez une autre le 12 décembre, tout sur l'assurance condo. Une journée dédiée à l'assurance, effectivement, un 7 heures. Donc, c'est des formations qui se donnent à distance, mais également, les gens aiment ça, venir en présentiel. Donc, on est en mode hybride là, pour ces blocs-là. Et évidemment, moi, je suis toujours au gestionnaire, que ce soit Valérie ou Élise, ben, si vous avez des administrateurs qui cherchent l'opportunité de formation, ben, c'est une belle opportunité de les sensibiliser à l'existence de ces formations-là. Et également, il ne faut pas minimiser aussi cette formation-là. On a une formation au niveau du barreau à chaque année, dont Maître Pépineau et Maître Christine Gagnon sont les présidents d'honneur. La dernière qui a eu cours, c'était vendredi dernier, ce qu'on appelle la formation permanente du barreau. Une formation qui donne des textes qu'on appelle de doctrine. Ces textes de doctrine sont souvent cités par les tribunaux comme ouvrage de référence. Donc, on peut dire que le RGCQ a été le fer de lance de la formation, mais on n'est peut-être pas rendu comme l'Ontario. L'Ontario, vous savez peut-être, rend obligatoire à tous les administrateurs de copropriété une formation. Et quant à moi, je pense que dans les futures obligations qu'on devrait mettre en place, c'est une formation obligatoire parce que on s'improvise pas administrateur de copropriété. Je ne dis pas que c'est nécessaire à tout coup, mais bien souvent, avec les 6 dernières modifications législatives qu'on a connues à l'égard de la copropriété, comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent entre la protection des renseignements personnels, la réforme législative sur les assurances, la loi 96 sur la langue, la loi sur la langue. L'administration d'une copropriété, il ne faut pas se le cacher, est de plus en plus complexe. Alors, je pense qu'on est rendu à une étape où ça prend de plus en plus de formation. Et merci beaucoup. En fait, On a oublié, Valérie, si vous me permettez, allez-y. les formations du RGCQ sur les administrateurs qui vient 2 ou 3 fois par année, c'est vrai. que l'on donne, là, administrateur, avec le petit livre administrateur de condo. Gabriel, si vous pouviez faire un petit peu publicité pour qu'on puisse augmenter les ventes et les redevances aux auteurs. Ce petit livre-là qui, en 24,95 vous permet de... Non, mais il y en a pour leur argent, contrairement à d'autres livres, là, Angelica. Okay. Mais, messieurs, vos livres sont tous bons. Mais tout ça pour dire que ce petit livre-là, l'intérêt, on donne une formation, je crois, c'est 1h30 à partir de ce livre-là. Mais l'avantage du livre, c'est qu'on le conserve et on peut s'y référer régulièrement. Alors, c'est pour ça qu'il a été écrit, évidemment, et non pas pour devenir millionnaire, mais on espère quand même qu'un jour, ça arrivera, là. Mais Maître Papineau, vous arrivez... Si vous me permettez, Mme Couture, quand même, de signaler, parce que Yves Papineau et moi, on est deux pinces sans rire, on a toujours tendance à s'écouter, mais tu sais, je vais quand même souligner la part considérable d'Yves Papineau sur la littérature juridique, et c'est lui qui, un jour, me dit on devrait rédiger des ouvrages. Alors, c'est de sa faute si je me suis lancé dans l'écriture. Il en est le responsable. Mais je peux quand même certainement affirmer qu'on était certainement les deux, en tout cas, comme avocat, là, je suis Christine Gagnon, je ne suis pas minimisé, se sont investis justement dans les ouvrages grand public qui sont disponibles chez Wilson Lafleur. Donc, il y a de la littérature là, pour ceux qui veulent s'investir sur plusieurs sujets. Tout à fait. Puis c'est le fun parce que plusieurs des volumes que vous avez écrits, il y en a pour tout le monde. Il y en a des beaucoup plus simples. Il y en a des un peu plus lourds,
plus costaud. Mais c'est important aussi de parler ce soir des syndicats de copropriété qui sont peut-être en gestion autonome parce que naturellement, notre vie à Élise et moi est centrée sur les syndicats de copropriété que nous avons sous gestion, mais il en reste une quantité énorme qui sont laissés à eux-mêmes, qui doivent, comment je dirais, qui s'en vont administrateurs parce qu'ils ne veulent pas aller en tutelle, parce que je veux qu'on couvre ce terme-là. Puis c'est quoi ça? Parce que de plus en plus, les assemblées générales sont plus longues à terminer parce qu'on a peine à trouver des administrateurs. Et je pense que ce n'est pas juste une question de grandeur parce que, Élise, tu pourras le témoigner, mais que ce soit des sans-unités, ce n'est pas vrai que ça va nécessairement prendre des bulletins de vote parce qu'ils ne sont pas tous, ils ne sont pas juste aux normes exactes qu'on a besoin. Donc, les situations dans le cas. Dans le cas où vous êtes administrateur d'une copropriété autonome, bien, c'est sûr que vous devez, votre syndicat peut investir dans quelques livres qui sont disponibles, d'aller sur Condo Légal, d'aller faire les formations du RGCQ. Merci de Maître Papineau de l'avoir précisé parce que c'est intéressant, ce n'est pas non plus des longues formations, puis ça éduque les gens à essayer de faire le mieux possible. Donc, on a une première question. Qu'est-ce qu'on fait avec un administrateur, président, qui s'est auto-assigné un contrat de gestion relativement démesuré pour une copropriété de 12 unités? Que peut-on faire s'il refuse de faire les déclarations annuelles aux autorités fiscales et que rien n'a été fait pour les notions de la conformité de la loi 25? Mise en demeure, poursuite, plusieurs copropriétaires abdiquent à ces décisions par peur. La question, il y a quelque chose, mais c'est vrai que dans les petites copropriétés, souvent, les gens abdiquent par peur de ne plus avoir d'administrateur, de se faire, comment je dirais, pointer du doigt ou ces choses-là. Mais qui veut répondre à notre monsieur Loïc ce soir? Ben, moi, je vous dirais pour avoir beaucoup des petites copropriétés, là, effectivement, ils sont, je dirais, en bas de 15 unités. Là, en général, ils sont en gestion autonome la plupart du temps. Je pense que ce qui est le mieux dans ces petites copropriétés-là, c'est d'amener une certaine collaboration. Les gens, des fois, ils ont la vision c'est comme s'ils étaient locataires, en fait. OK? Donc, oui. Tu sais, dans ces petites copropriétés-là, en général, l'ensemble immobilier est quand même vraiment plus simple que dans des gros immeubles. Là. Clairement. Puis, tu sais, souvent, ils ont des budgets quand même très limités. Donc, d'amener un esprit de collaboration entre les gens, puis d'avoir à la limite un conseil de 5 personnes. Ça peut paraître beaucoup pour une petite copropriété, mais où les gens s'impliquent. Donc, je dirais que les petites copropriétés qui vont marcher le mieux, c'est justement celles où il n'y a pas une seule personne qui fait tout et qui dicte tout, là. Parce que d'une part, il y a une meilleure compréhension de comment les choses fonctionnent, puis il y a une meilleure collaboration entre les gens. Puis quand on se connaît puis on se respecte, bien, en général, on s'aide un petit peu plus. Fait que je vous dirais que dans la petite copropriété, c'est ce qui est l'idéal. Ceci dit, dans le cas spécifique de monsieur, la seule solution dans ces cas-là, c'est quasiment d'aller chercher 10%, convoquer une assemblée spéciale, puis de trouver quelqu'un qui veut s'impliquer ou soi-même souhaiter s'impliquer ou de parler avec 2-3 autres personnes, en fait, puis de proposer à l'assemblée qui aura été convoquée un nouveau conseil d'administration, puis de présenter comment on va gouverner les choses, comment on propose de fonctionner pour respecter les choses qu'on démontre comme étant pas convenables. Absolument. Mais en copropriété, on ne peut pas que critiquer sans vouloir s'impliquer parce qu'à la fin de la journée, je veux dire, ça reste un travail, l'administration, même si c'était un petit peu rémunéré, qui va être très, très bénévole. D'où la raison pour laquelle, en petite copropriété, pour ne pas avoir le sentiment de tout faire pour ses voisins, ben, c'est d'amener cette espèce d'esprit de collaboration-là. Puis les gens peuvent collaborer de plusieurs manières, là. Ça peut être d'être celui qui va coordonner le ménage, il y en a un qui peut déneiger la petite entrée qui a à être déneigée, l'autre va s'occuper des finances. Tu sais, il y a comme un esprit de collaboration qui peut s'implanter. À un moment donné, on peut jouer un petit peu avec les rôles, mais je pense qu'en petite copropriété, c'est important de s'impliquer si on veut que ça marche bien. Sinon, ça devient rapidement des fiascos. Tout à fait. Puis pour que faire, outre que convoquer l'Assemblée extraordinaire avec 10%, comme Élise l'a expliqué, bien, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que légalement, mes chers avocats,
on peut conseiller quelque chose, naturellement avec toujours des sommes supplémentaires, parce que quand on est un petit syndicat, Ben, il y a non seulement les sommes supplémentaires, Mme Couture, mais le problème, c'est qu'entre le temps où on va prendre la procédure et le temps où le mandat de l'administrateur va se terminer, l'Assemblée annuelle va arriver plus vite que le juge. Alors, quand même qu'on voudrait prendre une procédure pour le faire destituer ou faire annuler des choses, souvent, ça va prendre 1 an, tandis que le mandat de l'administrateur, il est d'1 an, moins le temps où on l'a laissé faire. Alors, on arrive à la prochaine assemblée et à ce moment-là, on en trouve un autre. Mais il y a effectivement, il peut y avoir des mesures d'urgence, mais qu'on peut demander, des injonctions, tout ça, mais là, on parle de sommes assez considérables et souvent, les copropriétaires hésitent. exact, exact. Merci, Élise. Merci, Maître Papineau. Ça m'amène, Élise, tu as dit quelque chose qui m'a, comment je dirais, qui m'a questionné. Quand ça va bien, puis il y a une belle cohésion dans la collectivité, ton idée de 5 administrateurs peut fonctionner. Mais des fois, il n'y a pas de collaboration. Puis des fois, d'avoir aussi plus d'administrateurs, mais qu'il y en ait toujours qui font moins de choses, ça veut dire que ce thinking-là, cette façon de procéder-là, il faut bien l'ajuster pour être sûr que les gens font leur part, puis au moins que ça procède, comme tu dis, là. Mais il faut faire attention. Mais par exemple, ça m'amène à un point, qu'est-ce qu'on fait si on a un conseil d'administration, puis je dis peut-être d'un plus gros syndicat, où est-ce qu'on a 5 administrateurs, et là-dessus, il y en a un qui vient jamais aux réunions, qui répond à moitié pas au courriel et tout ça. Qu'est-ce qu'on conseille à un syndicat de copropriété qui est aux prises avec un petit peu des gens qui ne fonctionnent pas selon le reste de l'équipe? Bien, c'est pour ça que je pense que la réunion, en fait, du CA, où on établit comment on veut que ça fonctionne, en fait, est cruciale, là, parce qu'effectivement, des fois, il y a des gens qui vont être là sans nécessairement contribuer ou collaborer, là, en fait, puis jusqu'à un certain point, ça peut éventuellement causer des nuisances, là. Mais tu sais, dans ces cas-là, en général, ça va se régler de soi parce que lors d'une prochaine assemblée, on va essayer d'en trouver un autre, puis la personne, elle ne va pas se représenter. Donc, c'est une question c'est passager en général, ce genre de situation-là. Où ça va être problématique, en fait, c'est que des fois, il va y avoir des gens comme ça qui vont embarquer sur le conseil parce qu'il n'y en a pas d'autres qui veulent y être, en fait. Ça, c'est des choses qui vont souvent arriver. C'est qu'à un moment donné, tout le monde se regarde un petit peu dans le blanc des yeux quand vient le temps de l'élection, puis il n'y a pas personne qui se propose, puis à un moment donné, on ne peut pas aller en tutelle, fait qu'il y en a 2, 3 qui lèvent la main, mais en réalité, il n'y a pas personne qui a envie ou l'intention de faire grand-chose, puis une seule personne va se retrouver avec la charge totale. Exact. C'est ce qui va se produire parfois, d'où ce que tu décris. Mais moi, je dirais que la meilleure façon de ne pas en arriver là, c'est de documenter les choses. Les gens qui sont sur le conseil, ils ne peuvent pas tout faire, mais s'ils s'organisent bien et ils structurent bien les choses de sorte que le jour où eux veulent quitter, la reprise par le suivant n'est pas un fardeau où il doit se refaire un doctorat en copropriété pour pouvoir faire le travail et que c'est juste de reprendre les choses d'où le précédent était rendu. Là, ça va être intéressant. Il va y avoir un roulement qui peut faire du sens. Donc, je pense que dans la façon d'administrer, en fait, je pense qu'on peut créer de l'intérêt pour des gens de venir siéger sur le rôle d'administrateur. Je pense que c'est vraiment un rôle qui est mal vu parce que ça a l'air très complexe, très lourd, mais il y a façon de simplifier ça pour que le commun des mortels ait envie de le faire, ou à tout le moins de le faire périodiquement. Un le fait une année, l'autre le fait une autre année, puis à un moment donné, il y a un certain roulement, là, mais il faut que ce soit bien organisé, bien structuré. Je pense que ça, c'est impératif. Bon point, mais ça m'amène un thème qui est une idée qui était dans ma liste de questions que j'ai reçues. En fait, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas d'administrateur? Donc, Maître Papineau, Maître Jolicoeur, on fonctionne comment? On arrive, on fait une assemblée, puis ça finit plus. Vous l'avez déjà vécu, on l'a tous vécu, mais là, on dit au monde, bien là, présentez-vous, sinon c'est la tutelle. Fait que là, on a peine à, là, Maître Papineau, vous avez de l'air à vouloir réagir sur ça, mais comment ça fonctionne? Puis s'il n'y a pas d'administrateur, on finit l'assemblée, mais le lendemain matin, là, il faut confirmer le déneigeur, puis c'est pas fait. Qui peut faire ça? Oui, mais regardez,
Élise l'a dit, là, premièrement, si on a de la difficulté à avoir les administrateurs, moi, je règle ça facile. On barre les portes, il n'y a personne qui sort tant qu'on les a pas. Ça règle déjà une partie du problème. La deuxième chose, Élise l'a dit, c'est d'expliquer aux gens c'est quoi le rôle d'un administrateur. Un administrateur, c'est un décideur, c'est pas un exécutant, c'est pas un concierge, c'est pas celui qui déneige, c'est pas celui qui fait la comptabilité nécessairement. Même si on est dans une petite copropriété, il n'y a rien qui empêche d'engager quelqu'un ou de demander à un autre copropriétaire de faire la comptabilité. Alors, l'important, je l'ai eu dans un syndicat il n'y a pas longtemps, eux, ça fait 30 ans qu'ils ont une autogestion, ils sont une cinquantaine, mais là, il y en avait ras le pompon, ils ne voulaient plus. Bien là, on a compris tout le monde que ça prenait un gestionnaire pour faire ça. Et là, ils sont à se trouver un gestionnaire qui va répondre à leurs besoins. Et on a fini par trouver les administrateurs. Alors, on leur explique. Par contre, l'autre façon, si même avec les explications de les portes barrées, ça ne fonctionne pas, moi, je leur explique qu'on va être obligé de prendre une procédure pour faire nommer un administrateur judiciaire, que la procédure va coûter au moins 5, 10, 15 000 $. Par la suite, il va falloir nommer un administrateur provisoire judiciaire. Quand je dis provisoire, c'est qu'on ne peut pas le nommer éternellement, il va être nommé pour 1 an. Et l'administrateur va coûter 20, 30, 40, 50 000 $. Et là, les gens commencent à réfléchir, puis les mains se lèvent là. Mais Maître Papineau, les chiffres que vous parlez, c'est peu importe, c'est parce qu'il faut le préciser, peu importe la grandeur de la copropriété. Bien, c'est-à-dire, ça dépend. Là. Moi, que je fasse une requête pour un syndicat de 5 ou de 500, c'est le même prix. L'administrateur judiciaire, bien là, le prix peut varier suivant le travail qu'il a à faire. Mais il y a un minimum à ça, là. Parce que l'administrateur judiciaire doit s'occuper de l'immeuble, doit s'occuper des copropriétaires, va engager des services, va engager des sous-traitants. Alors, et surtout, ce que les gens doivent réaliser, puis ça, je le répète, et je suis sûr que tout le monde le répète, c'est que c'est leur plus gros investissement de leur vie, généralement. Laissez pas ça aux autres. Laissez pas les autres gérer vos affaires. Très bon point, très bon point. Maître Jolicoeur? Ouais. Ben, je vais peut-être juste rajouter, c'est qu'on a des droits qui sont très clairement établis dans le Code civil en cette matière lorsqu'il y a une possibilité de trouver des administrateurs, lorsqu'on a des blocages, lorsqu'on a des administrateurs indélicats qui bloquent le conseil d'administration. Mais la plus grande problématique qu'on a actuellement en matière de côté au Québec, c'est qu'on n'a pas de cours de proximité. Ça veut dire qu'il faut aller en cours supérieur. Oui. On n'a pas et avec les délais que l'on connaît, là, c'est pas des questions qui risquent d'être traitées sauf exception de façon urgente. Alors, je pense qu'on a fait plus le souligner tout à l'heure. Puis on est pour avoir un jugement après la fin du mandat de l'autre administrateur, je ne peux même pas en faire. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'a pas d'administrateur? La copropriété devient totalement dysfonctionnelle. Quand on parle dysfonctionnel, possiblement, on n'aura plus d'assurance. Mais c'est une réalité en copropriété. Moi, j'enseigne au courtier immobilier. Il y a encore cet après-midi, on me le rapportait. On me dit, mais Jolicoeur, il y a des copropriétés qui n'ont pas d'administrateur. Tout court. Alors, on les voit surtout dans les petites copropriétés. Pensons aux copropriétés jumelées, là, ces 2 maisons jumelées en copropriété. Ben, c'est des copropriétaires qui ne se reconnaissent pas dans le statut de copropriétaire ni d'administrateur. Et tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une vente qui a cours, ben, ça continue à rouler. Les gens assurent ça n'importe comment, prennent une police d'assurance pour leur maison, leur maison, jusqu'au jour où il y a une vente. Le notaire va venir dire, ben, vous savez, je ne peux pas garantir au prêteur hypothécaire que sa créance est garantie parce qu'il n'y a pas d'assurance syndicat de copropriétaire. Et c'est là que ça va commencer à déraper. Puis je pense que ça va déraper de plus en plus parce que il ne faut pas se le cacher, une disposition fort importante qui a été introduite par le projet de loi 16, c'est l'article 1068.1, qui prévoit que le conseil d'administration va devoir communiquer une attestation
entre guillemets, de conformité sur la qualité et sur l'immeuble, et avec le risque d'engager leur responsabilité personnelle aussi, parce qu'ils vont signer des documents qui vont être remis au copropriétaire qui vend et que lui va remettre à un acheteur éventuel. Ben, c'est des responsabilités. Donc, je pense que le cadre législatif qui est là, je pense qu'il est relativement bien défini, et c'est la mise en œuvre qui ne fonctionne pas. Et effectivement, le coût d'obtenir justice en cette matière est disproportionné en fonction des enjeux des petites copropriétés. Donc, il va falloir éventuellement penser à avoir un tribunal administratif en matière de copropriété pour faciliter l'exercice de ces droits-là. Sinon, les gens ne veulent pas dépenser l'argent. Ils ne vont pas aller au tribunal et dépenser des honoraires pour un avocat qui va leur coûter des fois 10, 15, 20 000 $. Et justement, sur ce point-là, on va couvrir ça le 1er novembre, Maître Jolicoeur, comment régler les conflits en copropriété. Mais Ben oui. je veux juste qu'on soit clair. En vrai, ce soir, il y a une assemblée pendant qu'on se parle. Il y a 12 copropriétaires. On va donner l'exemple de M. tantôt Loïc. Ce sont 12 copropriétaires. Personne ne se présente. Et, par exemple, ils ont un gestionnaire. Puis ils disent, ben là, le gestionnaire, en attendant qu'on décide, il fera l'administration, au moins il payera les choses, puis il confirmera le déneigeur, parce que là, on est à la veille d'avoir de la neige. Mais Maître Papineau, je vous voyais réagir. Ben non, mais un gestionnaire, avec beaucoup de respect pour le gestionnaire, J'espère. n'est pas un administrateur. Bravo. Alors, le syndicat peut fonctionner sans gestionnaire, mais il ne peut pas fonctionner sans administrateur. Il y a deux entités, il y a deux sections dans un syndicat ou deux groupes. Il y a le conseil d'administration et l'assemblée des copropriétaires. Il peut avoir un gestionnaire, mais il faut qu'il y ait une assemblée de copropriétaires, il faut qu'il y ait un conseil d'administration. On ne peut pas dire on va laisser le gestionnaire gérer, on n'aura pas d'administrateur, parce que de toute façon, le gestionnaire, il va prendre ses instructions de qui? Non, exact. À la fin de la journée, si le conseil d'administration applique son rôle adéquatement dans une petite copropriété, c'est relativement peu de travail parce que juste prendre les décisions sur les quelques contrats qu'il y a dans une petite copropriété, c'est pas énorme. Tu sais, il y a un contrat d'assurance, il y a un contrat de déneigement, il n'y a même pas toujours des contrats de conciergerie. Des fois, les gens vont le faire un petit peu entre eux parce qu'il y a tellement peu d'espace commun. Il n'y en a pas des tonnes de contrats. Puis après ça, bon, il va y avoir quelques travaux majeurs par-ci, par-là. Il peut y avoir le calfeutrage, bon, les vitres, un balcon, etc. Mais c'est pas énorme les décisions qu'il y a à prendre. Donc, il faut juste bien comprendre les rôles de chaque entité puis y aller graduellement selon les enjeux. Dans le sens où, je vois souvent en petite copropriété, les copropriétaires ne veulent pas payer. Donc, les gens sur le conseil se mettent un poids de dire on va tout faire nous-mêmes pour que ça coûte pas cher. Mais c'est là qu'ils se brûlent. Et c'est là qu'ils se brûlent. Donc, ils sont mieux, en fait, de se doter des bons outils, des bonnes ressources. Les ressources, ça peut être de la formation au travers du RGCQ ou à travers des livres, comme vous avez parlé tantôt. Ça peut être un gestionnaire qui va venir vous coacher dans une réunion pré-AGA pour bien vous préparer, en fait, à savoir comment faire les choses sans que vous dire aussi les choses que vous devez faire en fonction des nouvelles lois, etc. Un peu comme du coaching. On vous apprend à pêcher, puis ensuite, vous pêchez seul. Il y a toutes sortes de mécanismes avant d'arriver au litige, en fait, pour dire, là, il y a au litige ou à la procédure, où là, on n'a vraiment plus personne qui veut le faire. Mais je pense que souvent, on va essayer, en petite copropriété, de tout faire soi-même. Puis là, on va faire ça un peu comme tout croche, en fait, malgré nous. Et là, ben, on n'instaure pas les bonnes pratiques de gouvernance qui vont donner le goût à d'autres de venir prendre notre relais. Fait que là, on reste pris avec cette affaire-là. Puis un jour, ben, la personne est stagne, elle s'en va, puis là, ben, il n'y a plus de relève. OK? Donc, on est mieux. C'est comme si on pressait le citron. On le presse, puis après, il est plus bon. Donc, investissez aux bons endroits. À mon avis, là, puis c'est mon conseil pour la petite copropriété, c'est vrai que les moyens sont plus limités, mais donnez-vous les moyens de réussir. Investissez un peu d'argent en amont, tout ça, pour mettre les bonnes choses en place, de sorte que la structure que vous allez laisser à votre départ soit pérenne, puis que vous puissiez compter sur 3 à 5 administrateurs, parce qu'on s'entend que 3 têtes valent mieux qu'une, puis 5 têtes valent mieux que 3, donc en général. Donc, en soi,
moi, je vous dirais, donnez-vous les moyens de réussir, en fait, en vous faisant accompagner dès le départ de votre copropriété pour faire les bonnes choses, pour ne pas vous essouffler en cours de route, là. C'est vrai pour la petite comme pour la plus grosse, là, mais la plus grosse copropriété a l'avantage de pouvoir, en général, avoir accès à un gestionnaire, lorsque la petite copropriété en bas de 20, comme je disais, n'a pas toujours accès, là. On a des questions, Mme Couture, dans le chat là, qui sont Oui, quand même intéressantes de Mme Labelle. Oui, c'est ça. On a Et 3 questions sur le même point, puis c'était ma question qui tue. En fait, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des compensations aux administrateurs, des jetons de présence? Est-ce que c'est légal? C'est des questions qui sont arrivées. Qu'est-ce qu'on pense de la rémunération des administrateurs? Je pense qu'on pourrait peut-être vider la question, est-ce que c'est légal? La réponse est oui. D'ailleurs, ça fait partie des exceptions sur les règles de déontologie à l'égard des administrateurs. Normalement, les administrateurs ne doivent pas délibérer ni prendre des décisions qui sont en corrélation avec un intérêt qu'ils peuvent avoir. Seule exception, c'est la rémunération des administrateurs. Donc, une exception, les administrateurs peuvent participer à la prise de décision sur leur propre rémunération. Alors là-dessus, il faut savoir que les déclarations de copropriété prévoit deux types de mécanismes sur la rémunération des administrateurs. Généralement, je pense que tu corrigerais mes technos, mais c'est généralement de la compétence de l'Assemblée des copropriétaires, le soin de décider la rémunération des administrateurs. Donc, c'est un point à l'ordre du jour qui est voté en toute transparence, puis on détermine effectivement. Alors, des fois, on peut avoir des déclarations de copropriété qui prévoient que ça relève du conseil d'administration, mais ça, il faut le voir dans la constitutif. Ça, je pense qu'il faut mettre la table pour commencer. Donc, le législateur reconnaît la possibilité de rémunérer des administrateurs. La deuxième question qui se pose, est-ce que c'est pertinent de rémunérer les administrateurs? Moi, je pense que oui, c'est pertinent de les rémunérer, puisque c'est une certaine forme de reconnaissance de la part qu'ils font dans l'immeuble. C'est pas avec ça qu'ils vont se rendre riches, mais à tout le moins, une reconnaissance, surtout dans les petites copropriétés, que le temps qu'ils investissent, ça nécessite une certaine forme de compensation économique. Maintenant, si on parle de rémunération, je veux quand même attirer leur attention que c'est un avantage imposable. On a traité sur le site Condo Légal de cette question-là de la rémunération des administrateurs. Et il va falloir faire des déclarations fiscales en conséquence. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'on ait des administrateurs ou pas, la rémunération? Je ne suis pas certain, parce qu'il y a des gens qui vont le faire bénévolement parce qu'ils ont la main sur le cœur, parce que ça fait partie d'un engagement social dans leur communauté de faire ce type de travail-là. Toutefois, il y en a qui se disent, écoute, je vais mettre des heures là-dedans, mais je vais me priver de certains privilèges, puis c'est un peu normal qu'ils compensent. Ça, c'est une autre approche. Donc, il n'y a pas de réponse absolue. Ce n'est que de se dire que dans les petites copropriétés, on ne trouvera pas de gestionnaire. C'est ça, vous êtes dans une copropriété de 3, il n'y a pas de viabilité économique. Donc, d'une certaine façon, l'administrateur risque d'avoir double casquette, administrateur et gestionnaire de copropriété. C'est deux charges totalement différentes. L'administrateur, il décide, puis le gestionnaire, il met en œuvre les décisions du conseil. Et ça, c'est pour moi, l'acte de gestion en autogestion, ça doit être reconnu financièrement. Et M. Ducœur, si je peux rajouter sur ce que vous dites, là, dans les petites copropriétés, je crois qu'il faut voir la gestion, en fait, si on veut avoir une gestion externe, comme une gestion collaborative. C'est-à-dire que ce sera jamais la petite, parce que je prends une des questions là, que je vois dans le chat de M. Shea. En fait, dans la petite copropriété, là, le temps du gestionnaire externe va être limité. Donc, c'est sûr que l'administrateur va en général avoir une certaine portion de ça. Et si on utilise le temps aux bons endroits, en fait, le gestionnaire pourra avoir ce rôle de conseiller pour bien guider les actions du conseil d'administration. Mais c'est sûr que dans une petite copropriété, le gestionnaire ne va pas être physiquement toujours sur place ou se déplacer aussi souvent que dans une plus grosse parce que le modèle économique, comme vous dites, ne sera pas là. Donc, il faut cette collaboration-là de façon plus soutenue dans un contexte de gestion d'une petite copropriété là, entre le conseil et son gestionnaire, je pense. Là. Maître Papineau.
Ouais. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec la rémunération pour la raison suivante. Tout ce qui a été dit, c'est correct, là. Mais moi, ce qui m'agace un peu, c'est que souvent, les administrateurs ont une rémunération qui est à peu près 2,85 quand ils calculent le montant qu'ils ont. Là-dessus, comme m'a dit Medjelker, il faut en envoyer la moitié à l'impôt à peu près. Et ce qui m'irrite beaucoup, c'est quand j'entends les copropriétaires dire à l'administrateur, toi, tu es payé pour faire la job. Ben, à 2,85 là, vous êtes peut-être mieux de ne pas être payé que d'être payé. C'est ça, mais Papineau, c'est tellement vrai ce que vous dites. Puis, tu sais, moi, souvent, quand les gens toujours j'entends ça dans vrai, l'Assemblée, là, Et je dis aux les, gens, la et meilleure les pendant- recette pour avoir des administrateurs, c'est de faire preuve de reconnaissance, en fait. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que les gens qui se donnent, somme toute, quasi bénévolement dans cette tâche-là, s'il n'y a aucune reconnaissance et que c'est hyper ingrat dans cette copropriété-là, bien, c'est sûr que ça ne donnera pas le goût à d'autres gens de venir exercer cette fonction-là. Donc, effectivement, des fois, la rémunération, entre guillemets, vient distorsionner tout l'apport bénévole que les gens qui vont être sur le conseil vont faire, là, parce que le temps est quand même colossal, surtout dans les petites copropriétés. Là, lorsqu'il n'y a pas de gestionnaire, c'est quand même important, là, le temps qu'ils vont y mettre. Puis, il faut pas perdre de vue aussi que lorsqu'on a un administrateur qui fait la gestion dans les petites copropriétés, il y a une troisième casquette, celle de gendarme. Hein? C'est cette personne-là qui va dire à Denis, écoute Denis, là, tes bottes dans le corridor, là, peux-tu les ramasser? Parce que c'est interdit. Puis en plus, j'ai une des corridors qui a trébuché sur tes bottes. Alors, quand on va dire à Denis qu'il ramasse ses bottes, Denis reçoit réellement mal ce genre de commentaires-là. Il se sent agressé. Alors, ça affecte souvent la communication, les relations, parce qu'il y a malheureusement cet administrateur-là qui, correctement, fait valoir la déclaration de côté, sans dire « je vais prendre un avocat pour te faire enlever les souliers ». Là. Mais il y a quand même une obligation. Puis il y a une gêne. Moi, je me souviens d'une administratrice dans un grand immeuble de la Rive-Sud qui m'avait dit un jour, vous savez, Medjelker, quand je viens pour prendre l'ascenseur, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas personne d'autre dans l'ascenseur parce qu'on va me dire qu'il reste que des papiers dans le jardin qui n'ont pas été ramassés parce qu'on pense que l'administratrice, la présidente du conseil d'administration, c'est une concierge. Il y a également une question d'éducation aussi dans les copropriétés, d'expliquer c'est quoi l'administrateur, c'est quoi la charge gestionnaire, parce que tant aussi longtemps que ça ne sera pas compris, la tâche va être passablement ingrate aussi. Vous avez raison, puis ça, je pense qu'on le vit souvent au quotidien. Nos administrateurs se font malmener aussi, parfois par leur propre collectivité. Hein. On se le fait dire, les gens disent moi, je vais démissionner puis je mets à vendre parce que j'ai plus l'impression de rentrer tranquille chez nous. Donc, c'est sûr que ça, c'est une situation qui est pas simple. Et ça m'amènerait aussi à, des fois, on a aussi des problèmes avec certains copropriétaires qui malmènent les administrateurs, qui sont soit très intenses au niveau de leur communication avec les administrateurs, très intenses dans les demandes de toutes sortes pour les administrateurs. C'est des choses aussi qu'il faut sensibiliser au niveau des copropriétaires que respecter, même s'ils ont un petit jeton de présence où ils sont complètement bénévoles, des fois, de respecter de la façon de procéder quand c'est une copropriété qui va super bien, tout ça. Il faut en parler de ça parce que c'est pas juste le conseil qui va changer la dynamique, c'est aussi les copropriétaires s'il y a des gens qui sont respectueux envers le travail qui a été fait. Ça, je pense qu'il faut le souligner de plus en plus. Mais ça, Valérie, tu touches un point qui m'est cher, là, ce fameux harcèlement-là, des fois, que vivent les conseils. Là. Mais il n'y a pas de solution miracle à ça. Hein. Je pense que les gens qui harcèlent, à un moment donné, il faut arrêter de leur donner le micro, tout simplement. Il faut arrêter d'entretenir la conversation. Puis se dire, écoute, nous, comme conseil, ou comme gestionnaire, parce que les gestionnaires aussi, des fois, on va être victimes de ça, comme les conseils, là, en fait. Mais mon expérience personnelle à ce sujet-là, c'est que quand tu arrêtes la conversation, en fait, ben, il y en a moins de conversations. Donc, jusqu'à un certain point,
ça sera à la personne qui veut harceler de voir jusqu'où elle est prête à se rendre dans ses moyens pour continuer. Donc, peut-être prendre un avocat rendu là. Mais à la fin de la journée, cette façon-là de faire cesser les choses, de cesser de répondre à ces gens-là, ben, va venir donner un peu de quiétude au conseil. Mais oui, ça, tu as raison, c'est une problématique qui peut se vivre. Mais à un moment donné, il y a aussi parfois d'utiliser, à mon sens, là, parce que pour avoir vécu dans des copropriétés, le conseil peut aussi envoyer des fois par lettre d'avocat une mise en demeure pour venir clarifier que le harcèlement doit stopper aussi, puis de s'adresser convenablement au conseil, etc. Parce que des fois, vraiment, ça dépasse les limites. Puis on l'a vu en Ontario, là, peut-être que vous avez vu ça dans les nouvelles, là, à un moment donné, il y a eu de la violence là aussi. Donc, Oui. on ne souhaite pas que ça vienne ici au Québec, là, mais donc, il y a des comportements, je pense, à proscrire. À un moment donné, il faut, encore une fois, prendre les moyens de ses ambitions, dans le sens où, des fois, il faut mettre l'argent aux bons endroits, puis d'envoyer la mise en demeure d'avocat à la personne qui exagère de façon démesurée. Bien, c'est un moyen aussi de donner un signal, de dire que ça ne sera pas toléré, ça, dans notre copropriété, là. Mais, Absolument. Madame Couture, si vous me permettez, on Toujours. parle depuis tantôt que c'est pas facile d'être administrateur. C'est vrai. C'est pas, il y a mieux que ça dans la vie, là. Mais il reste une chose. Moi, j'ai un client qui m'a déjà dit, mes choses personnelles sont trop importantes que je les laisse gérer par d'autres. Alors, est-ce qu'on devrait, dans la majorité des cas, les copropriétaires, leur principal actif, c'est leur appartement. Oui. Est-ce qu'ils devraient dire, moi, j'ai pas le temps, je m'en occupe pas, je vais laisser les autres gérer ça? J'ai l'impression que c'est peut-être une erreur qu'on fait. Oui, c'est pas un travail facile, c'est pas toujours valorisant, ça peut être ingrat, mais au moins quand on s'occupe de ses affaires, ça va généralement mieux que quand on laisse les autres s'en occuper. Oui. Puis j'ajouterais là-dessus, mais Jolicoeur, juste avant que vous preniez la parole, c'est que c'est important comme administrateur, c'est d'aller chercher de l'aide. Élise l'a précisé tantôt, on a parlé de formation, mais on va voir une web radio le 13 décembre, comment se bien préparer pour une bonne assemblée générale et tout ça. Mais au lieu de ne pas demander de l'aide puis de s'épuiser comme administrateur d'une petite copropriété moyenne ou grande, c'est aussi bien de prendre les bons moyens pour avoir un bon président d'assemblée. Élise le dit tantôt, d'aller se faire coacher avec un gestionnaire d'expérience, avec un avocat de la copropriété, ces choses-là. Attendez pas d'être au bout du rouleau pour aller chercher de l'aide. Vous êtes mieux de rester administrateur, ça ne coûte pas la tutelle, mais d'avoir eu certaines dépenses dans le budget pour aller chercher de l'aide et de la formation au RGCQ, etc. Maître Jolicoeur, je vous recède la parole. Moi, là-dessus, je pourrais également rajouter qu'il y a une question de communication. Moi, je suis convaincu que plusieurs copropriétaires qui n'ont aucune idée de ce que ça fait un administrateur, c'est quoi sa responsabilité. Surtout les petites copropriétés, ils ont le double casquette à se dire administrateur puis gestionnaire, font de leur autogestion. Concierge, psychiatre dans certains moments aussi. Et ça se fait en perspective en fonction du coût d'avoir un administrateur, entre guillemets, professionnel ou d'engager une firme de gestion aussi. Alors, je pense qu'il faut que les copropriétaires prennent conscience de l'importance de sauvegarder des administrateurs de copropriété. Quelqu'un mettait dans le chat, avez-vous déjà vu des systèmes de rémunération par point en fonction des heures d'implication? La réponse est non. Vous savez, c'est bien trop sophistiqué pour la majorité des copropriétaires. Ça reste quand même toujours une question de se dire, quelqu'un administre un actif, prend une copropriété de trois lots, là, facile d'avoir un actif qui vaut d'1,2 million. On l'a souligné, on est peut-être mieux de s'occuper de son actif d'1,2 million que laisser dépérir l'actif d'1,2 million parce qu'il n'y a pas personne qui va s'en occuper, parce qu'on est obligé d'aller au tribunal. C'est tout ça là, qui doit être mis en perspective, le coût effectif d'avoir un administrateur versus celui de ne pas en avoir un avec tout le volet de la procédure. Puis dites-vous une chose, pour ceux qui disent, bon, mais c'est pas grave, on laisse les choses aller, bien, la journée où vous venez pour vendre votre appartement, bien, vous ne trouverez pas preneur parce qu'il n'y a pas de ventes qui vont avoir lieu dans une copropriété sans administrateur, à moins que vous ayez quelqu'un qui paye comptant.
Alors ça, c'est un impact aussi sur la valeur marchande. Donc, il faut quand même que les copropriétaires se disent, en ayant un administrateur de qualité, j'assure, c'est un peu ce que les Fepneau disait tout à l'heure, j'assure, dans le fond, la pérennité de mon investissement, parce qu'il n'y a pas d'administrateur, c'est sûr que ça ne vaut plus rien. Alors, c'est tout ça qui doit être mis dans la balance pour amener les copropriétaires à accepter une certaine forme de rétribution ou, si ce n'est pas la rétribution, une certaine forme de reconnaissance. Absolument. On a Mme Gay qui dit, c'est bon aussi, là, parce que oui, effectivement, ce que j'entends, les administrateurs sont les bons et les copropriétaires sont les méchants. Le contraire est aussi vrai. Donc, on ne dit pas qu'il y a des bons et des méchants, mais on parle d'éduquer tout le monde. Je veux juste remettre ça en contexte dans le sens où plus les gens comprennent le rôle de l'administrateur puis leur rôle de copropriétaire, plus l'habitation va se faire facilement. Mais c'est vrai qu'il y a des... Je vois Élise qui veut jaser, là. Vas-y, c'est vrai que ça existe. En fait, des fois, c'est que les bons, en fait, ont la pensée magique que ça va aller bien, même s'ils ne s'impliquent pas. Et c'est là l'erreur, en fait. Puis tu sais, j'ai tellement vu ça de gens, des fois, là, il y a des gens mal intentionnés qui veulent venir sur le conseil. Oui. Et là, les gens qui sont bons, qui ont la pensée magique que ça va bien aller, puis que les gens en assemblée, ils vont s'en rendre compte que c'est pas un bon administrateur, puis ils voteront pas pour lui. Mais non, c'est pas le cas, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, parce que celui qui est mal intentionné, il va aller chercher les procurations des gens, puis il va pas leur dire la vérité, puis il va arriver avec les procurations, puis il va embarquer sur le conseil. Puis des fois, il va embarquer avec ses chums sur le conseil. Puis là, par collusion, vous savez ce qui peut arriver sur un conseil, bien, s'il y a 3 personnes sur 5 ou 2 sur 3 qui sont mal intentionnées, des choses horribles peuvent se produire. OK? Oui. Donc, moi, je renchéris, puis là, je ne vais pas faire peur à tout le monde, c'est pas ça l'idée, là, mais j'en ai vu des choses comme ça en gestion, oui. Malheureusement. Puis nous, comme gestionnaire, on ne peut pas arrêter ça. Le mieux qu'on peut faire, c'est encourager en coulisses les gens de faire des assemblées spéciales. Mais nous, comme gestionnaire, ce n'est pas nous qui prenons les décisions, c'est le conseil. Donc, quand ce n'est pas des bons administrateurs sur le conseil, ça amène des risques. D'où mon point qu'il ne faut pas avoir la pensée magique. Puis les bons, les gens bienveillants, bien intentionnés, doivent venir sur le conseil, implanter de bonnes règles de gouvernance, de sorte que le jour où ils ne veulent plus être là, bien, ça va continuer, okay, dans la bonne façon. Mais oui, il y en a effectivement des mauvais administrateurs. Puis comme copropriétaire, encore une fois, je le répète, la mieux que vous puissiez faire, c'est faire une assemblée spéciale ou à l'assemblée générale, retirer ces gens-là du conseil. Mais quand les gens... Rappelez-vous une chose, en copropriété, c'est une dictature tout le reste de l'année, à part lors de l'Assemblée générale. Okay? Donc, on espère avoir une dictature bienveillante, mais c'est le conseil d'administration qui prend les décisions au-delà de l'Assemblée générale. Donc, il faut élire les bonnes personnes puis mettre en place les bonnes choses là, pour que ça se passe bien. Tout à fait. Et on a perdu Maître Jolicoeur, va sûrement nous revenir. Mais M. Deslauriers, en terminant, il est 20h, Mario, il y a des administrateurs qui ne veulent que s'investir pour leur propre intérêt. Ça, je pense qu'on en a parlé avant le début. Il faudrait faire un petit bout là-dessus dans leur unité, non pour la collectivité. Donc, au début, on a parlé de code d'éthique, de conflit d'intérêts. Et Lise, tu viens d'en jaser un petit peu. Mais là-dessus, Maître Papineau, ramenez le point sur les intérêts des administrateurs. Parce que fondamentalement, on s'investit, vous l'avez dit, Maître Papineau, pour protéger notre actif, là, dans le sens de... Mais il ne faut pas non plus s'en aller sur un conseil d'administration pour pas que les travaux de telle maçonnerie, d'étanchéité du bâtiment, etc., ne se fassent pas pour qu'on ne paye pas. Donc, pouvez-vous nous faire un petit point? Puis je sais qu'Élise, tu auras sûrement quelque chose sur le conflit d'intérêt ou le code d'éthique. Bien, le code civil le prévoit, là. On ne peut pas être en conflit d'intérêt si jamais, pour quelque raison que ce soit, on doit le dénoncer. Alors, c'est un petit peu difficile souvent, là, comme vous dites, ils vont nous promettre des choses, mais vous savez, le conseil d'administration puis la politique provinciale, municipale ou fédérale, c'est pareil, hein? Absolument. On a eu des premiers ministres qui nous ont promis d'abolir la TPS, puis ils ont été élus 3 fois sur la même promesse, puis ils ne l'ont jamais abolie. Conseil d'administration, ils vont vous dire, écoutez, nous, on est là dans l'intérêt de tout le monde, mais comme vous venez de dire, c'est parce qu'ils ne veulent pas que le syndicat investisse trop, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer. Alors, mais écoutez, faut faire confiance aux gens.
faut les surveiller aussi. Ouais. Et il faut prendre et participer. On ne fait pas juste dire on va élire ces gens-là comme administrateurs, puis on s'en va pour un an. Là. OK, merci. Élise Medjolicoeur, parce qu'il est rendu 20h02, mais juste qu'on termine si vous avez quelque chose à ajouter sur ce point. Moi, personnellement, il faut toujours se rappeler ce que c'est une copropriété. Hein. C'est une décision d'individus qui décident d'habiter dans un logis collectif. À partir du moment où on pose ce geste-là, il faut être conséquent dans son intention de partager l'actif et de partager aussi la part en tant qu'on doit donner, surtout dans les petites copropriétés. Dans les grandes copropriétés, c'est une autre dynamique, c'est-à-dire qu'on se paye le service. Et si on se paye le service, ben, il y aura quelqu'un qui va s'en occuper. Il y aura des gestionnaires qui épauleront le conseil pour alléger leurs charges. On aura peut-être plus de chances de trouver des administrateurs, mais je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit cette décision que vous prenez comme copropriétaire, c'est de dire, moi, j'habite dans un logement collectif et je vais devoir m'investir en quelque part là-dedans pour faire en sorte d'avoir une copropriété équilibrée. Merci. Élise? Oui, bien, je dirais que le conflit d'intérêts, ce n'est pas nécessairement une maladie là, en tant que telle. Il faut juste avoir des règles de gouvernance qui permettent de le déclarer, puis tout simplement s'habituer à exclure la personne qui est en conflit d'intérêts, puis c'est pas la fin du monde, en fait. Là. C'est très facile à gérer. Mais mettez tout simplement des bonnes règles de gouvernance et des choses qui paraissent délicates vont devenir plus délicates. Ça va juste devenir une habitude. Donc, puis, tu sais, moi, je dirais, et j'invite toujours les administrateurs qui veulent se présenter à dire pourquoi vous voulez venir sur le conseil d'administration, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Puis des fois, ça va faire sortir un peu l'agenda des gens qui pourraient être peut-être intentionnés de des mauvaises choses, donc ou des bonnes. Donc, tu sais, faites parler les gens, en fait, qui veulent aller sur vos conseils. Puis, vous allez avoir une idée de ce qu'ils veulent réaliser et accomplir. Mais le conflit d'intérêts, ce n'est pas une maladie, là, donc faites juste mettre des règles de gouvernance pour l'encadrer, tout simplement. Parfait. Donc, il est 20h04. Écoutez, c'est un gros sujet parce que, comme on l'a dit d'entrée de jeu à l'émission ce soir, c'est qu'il faut en convaincre des gens encore. Et je me permets de sortir la fameuse statistique du 80-20. Je pense que 80% de nos administrateurs sont excellents, sont disponibles, sont impliqués. Moi, des fois, j'en reviens pas comment les gens peuvent donner du temps et du bon temps. Et donc, moi, j'invite plus les copropriétaires à remercier ces gens-là qui sont bénévoles. Puis, on parle, même s'ils ont des jetons de présence, on a fait la calcul à peu près à 2 piastres de l'heure, fait qu'on va considérer que c'est du bénévole. Mais surtout, d'essayer de rendre la vie facile parce que si vous ne voulez pas la faire, la job, ben vous pouvez être très gentil, aimable et participer de temps en temps à quelques petites choses, mais surtout de ne pas nécessairement faire exprès pour leur donner de la misère. Donc, 20h05, je pense qu'il faut remercier tous les administrateurs des copropriétés au Québec de leur investissement de temps présents, qui ont déjà été ou qui le seront. On a encore besoin de vous. La preuve étant que la tutelle est une option de dernier recours dispendieuse et que vous êtes mieux d'investir dans les travaux que d'investir dans une tutelle. Donc, merci à nos invités ce soir. Maître Papineau, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et merci. on vous a, vous ou Maître Michel, à notre prochaine émission, là, dépendamment des disponibilités de votre équipe. Et si vous êtes gâtés, vous aurez les deux. Oh, wow! J'ose même pas rêver à ça. Donc, merci, Maître Papineau. Maître Jolicoeur, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup de votre apport encore une fois. Élise Beauchesne, Solutions Condo. Merci, Élise, de ta présence. Toujours agréable. Merci à vous tous. Je vous invite aussi, dernière chose, inscrivez-vous à les formations au RGCQ, même si vous êtes copropriétaire. Comme on l'a dit avec nos invités, ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous. Achetez le livre de l'administrateur en condo. Ça se lit comme ça coûte 25 $, vous allez sauver beaucoup de choses. Donc, merci encore et on vous souhaite de vous joindre à nous le 1er novembre. Là, on a des web radios qui sont collées par des questions d'agenda de tout le monde. Donc, prochaine web radio le 1er novembre à 19h, la gestion des différends en copropriété. Donc, on va parler, Maître Jolicoeur en a parlé un peu, y aurait-il un autre tribunal qui pourrait voir le jour pour la copropriété?
comment on fait pour gérer ça, qu'est-ce qui sont les options des administrateurs et des copropriétaires. Donc, merci encore à vous quatre et encore merci à Dunton Rainville d'avoir été le commanditaire. Merci, bonne soirée. Bonne fin de à tous. soirée. Merci, au revoir. Merci.